Mesdames et messieurs les jurés, je suis très honorée de vous accueillir aujourd'hui. Je pense que c'est pour vous un moment difficile, hein, certainement, d'émotion, et où vous demandez bien ce qu'on attend de vous et ce que vous allez avoir à faire. On n'est que des humains qu'en jugeant d'autres, mais il faut être conscient de ses émotions pour pouvoir prendre un peu de distance, pour dire, bon, voilà. Hein, on doit juger sans haine, sans crainte, sans affection, sans peur, essayer de voir objectivement, le plus objectivement possible, tous les tenants et aboutissants d'une affaire. Voilà. On y arrive. Puis on n'est pas tout seul, hein. Cécile Simon est présidente de la cour d'assises de Beauvais. Face à elle, les jurés, de simples civils tirés au sort sur les listes électorales. Ces hommes et ces femmes ne connaissent rien au droit, et pourtant demain, ils jugeront les auteurs de meurtres, de viols et tous les autres criminels auxquels ils seront confrontés. Une remise de peine. La nuit tombe sur ce premier procès. Demain, le palais de justice de Beauvais connaîtra une autre affaire avec d'autres visages, d'autres drames. Tous les ans, une cinquantaine d'accusés comparaissent devant la cour d'assises de l'Oise. Le deuxième procès concerne David Ansens, 27 ans à l'époque des faits. Il est accusé d'avoir tué son père un dimanche d'août 2001. Six ans plus tard, le procès va enfin avoir lieu. David rencontre son avocate une dernière fois avant l'audience. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore du mal à réaliser encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est une petite balle comme ça, j'ai eu un coup d'énervement. On ne peut pas dire que le coup est parti accidentellement. Je pense que le coup est parti dans l'énervement. Le coup est parti dans l'énervement, ça veut dire... Je pense qu'en réalité, vous tirez sans réfléchir. Ah ouais, parce qu'il y a la colère que vous... Voilà, et je suis déjà, en plus de là-dessus, je suis déjà engainé, je suis déjà chargé, je suis ça le pire. Rosemarie Capitaine, avocate au barreau de Dieppe, a obtenu la mise en liberté provisoire de son client après 2 ans de détention. Demain, il risque pourtant de se retrouver derrière les barreaux pour 30 ans. Les propos que là vous me tenez, c'est bien de les tenir entre nous. Mais je pense qu'on ne les dira pas comme cela, en tout cas aux jurés. Ah ouais, parce que les jurés, voilà, on fera comprendre différemment, parce que les jurés vont pouvoir dire, attendez, il y a quand même la vie d'un autre homme qui a été prise. Le jour de son procès, David Ansens arrive au palais de justice, apparemment décontracté, entouré de toute sa famille. Pourtant, il vient d'avoir un accident et a failli y perdre un œil. Sans doute le stress avant le procès. En liberté depuis 4 ans, il a retrouvé un travail, une compagne, une vie normale. Aujourd'hui, il risque de tout perdre. Mais je vais voir la pluie, moi, qui tombe là. Le procès ne peut pas commencer tout de suite. Ah ben, ça fait une paire d'années que ça pleut comme ça. Et quelqu'un va venir là? Oui, le vice-président a appelé tout de suite quelqu'un. Ah oui. Mais je ne sais pas comment on va faire, c'est des ouvriers. En attendant les réparations, une solution provisoire a été trouvée. Collé sur le toit de la salle d'audience, juste au-dessus du box des accusés, le portrait d'une blonde. Le procès, le deuxième de cette session, peut commencer. Attends, ça va commencer. Pour s'en sortir, David s'en remet à Maître Capitaine. Elle lui explique sa stratégie. Je regardais les jurés, d'accord? Donc j'ai fait une sorte, de classification des hommes et des femmes. Et j'ai également calculé les âges de chaque juré. En fonction, effectivement, de l'âge, on verra l'opportunité de récuser certains jurés. D'accord? Lors du tirage au sort, chaque partie peut récuser jusqu'à 5 jurés. D'accord?
Les jurés se présentent au complet pour ce deuxième procès. Juré numéro 22, Madame Nicole Dugé, épouse l'Allemand. Pour mettre toutes les chances de son côté, Maître Capitaine se montre sélective. Juré numéro 20, Monsieur Jean-Pierre Assiari. Récusé. Vous êtes récusé par la défense, monsieur. Elle n'hésite pas à renvoyer l'un après l'autre les jurés qui risquent d'être trop sévères. Daniel Fernandez. Récusé. Vous êtes récusé par la défense, monsieur. Je trouve que très souvent les jeunes sont assez intolérants. Peut-être n'ont-ils pas assez vécu. Donc c'est vrai que j'ai essayé de cibler les femmes d'un certain âge, avec aussi des jurés hommes d'un certain âge. Selon la loi, la mère et les sœurs de David Hanssens n'ont pas le droit d'assister au procès avant d'avoir témoigné. Avancez et première à droite. En attendant qu'on les appelle à la barre, elles sont confinées dans une pièce derrière la salle d'audience. Elles y passeront plusieurs heures, alors que le jury d'assises découvre les détails de l'affaire. Le 31 août 2001, à 14h10, les gendarmes de la brigade territoriale de Songeon. Les gendarmes de Saint-Jean arrivent dans le village de Villers-sur-Auchy, à 20 km de Beauvais. On les a prévenus d'un drame chez les Hanssens, une famille connue du village. Pendant le repas, une dispute a éclaté entre le père Gérard et son fils David. Le fils a tiré sur son père avec une carabine Vandelenruy. Après le coup de feu, David quitte la maison. Il ignore que son père est gravement blessé. Alors arrivés sur les lieux, les gendarmes croisent les pompiers qui portent secours à la victime évacuée vers le centre hospitalier de Beauvais. L'auteur des faits, David Hanssens, revenait sur les lieux et se constituait prisonnier. David est emprisonné à la maison d'arrêt de Beauvais pendant 2 ans. Son père est hospitalisé, également pendant 2 ans, avant de décéder des suites de ses blessures. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui à la Cour à propos des faits qui vous sont reprochés? Est-ce que vous les reconnaissez ou pas? Je les reconnais. J'ai jamais voulu ça. Parce que moi j'aimais mon père, donc j'ai jamais voulu. J'étais à bout, quoi. Et je voulais faire comprendre qu'il fallait qu'il soit soigné ou qu'il arrête, mais voilà, c'est tout. Mais j'ai jamais voulu. D'accord. Les accusés que j'ai eu en face de moi, ils n'avaient pas pour moi le profil d'un criminel. Et pourtant, ils ont commis un crime. Un criminel n'est pas la personne horrible qu'on peut imaginer, c'est un monsieur tout le monde, effectivement, qui, un jour ou l'autre, face à des situations très graves, peuvent perdre le contrôle d'une situation et commettre l'irréparable. Comment vous décririez l'enfance, l'adolescence que vous avez vécue au sein de votre famille? Et si je faisais une erreur, je mettais pas les 2 mains sur la table, ou je disais pas merci, je prenais une bouteille dans la tête, ou j'ai 15 coups de ceinturon, ou... Voilà, c'était des choses comme ça. Si je disais pas s'il te plaît, si j'oubliais de faire une chose, que je devais faire, même que c'était insignifiante, voilà, je prenais... Et vos sœurs, c'était pareil? Ma sœur Séverine, derrière moi, oui, elle en a subi pas mal, oui. Et votre mère? Ma mère a toujours supporté, elle est trop faible, elle est trop fragile, c'est une femme qui a pas de caractère. Elle a toujours eu peur de partir, peur de l'après, peur de tout, de la vie, tout seul, de nous perdre. Mais est-ce qu'elle elle-même a été victime de violences dont vous auriez été témoin? Moi, le plus grave qui m'a marqué, qui me marquera toute ma vie, c'est qu'il a pris une autostoppeuse sur la route. Et en fait, il a fait l'amour avec ma mère, plus l'autostoppeuse, dans la même caravane que nous on était. Et moi, j'étais à l'autre bout de la chambre et toute la nuit, je me suis bouché les oreilles toute la nuit pour entendre tout ça, quoi, ce qui se passait en face de moi, quoi. Et ma mère, elle voulait pas, ma mère se débattait, elle voulait pas, mais pas de choix, voilà. Ça, c'est des choses les plus graves, une des plus graves. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment, Madame l'avocat générale? Oui, j'aurais une ou deux. Alors, je vais vous demander d'essayer de parler fort parce que
La pluie nous gêne un peu. Monsieur Hansen, donc vous nous avez parlé tout à l'heure de votre enfance, adolescence, et notamment de la violence de votre père, notamment à votre rencontre. Donc j'aimerais savoir comment vous réagissiez à l'époque quand votre père était violent contre vous. Je prenais sur moi et ça se calmait. Je pouvais pas rentrer en conflit avec mon père, je peux pas. Donc je prenais sur moi, je dis oui, c'est ma faute, oui. Et par rapport à votre mère, alors vous dites quand il tapait sur votre mère, qu'est-ce que vous faisiez? Quand il tapait sur ma mère, c'est pas, je faisais rien, je regardais ou je jouais dans ma chambre, j'étais transi, je peux pas, j'ai jamais pu, des fois j'aurais dû, mais je peux pas, j'ai jamais pu me mettre entre deux. Tout à l'heure vous avez indiqué, j'ai tout appris de mon père. Est-ce à dire que c'était un bon père? Oui, pour certaines choses, oui, c'était un excellent père. Pour la mécanique, pour vous apprendre, oui, c'était un excellent père. Le matin, c'était un excellent père, oui. Étonnant, parce qu'il est violent, on sait qu'il boit, mais vous le considériez quand même comme un bon père. Bah oui, parce que moi je l'aime, j'ai toujours été avec lui, et c'est une habitude, moi, de prendre des coups, ça a toujours été... Alors, c'est une habitude de prendre des coups, c'est-à-dire que les violences dont vous étiez victime ne créaient pas chez vous une sorte de haine? Non, à force, des fois je me disais c'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi qui faisais les choses mal, ou je sais pas, c'est peut-être... On verra ce qu'il a dit sur son état d'esprit au moment des faits, justement. Pour la mère et les sœurs de David, ce procès qu'elle ne voit pas semble durer des heures. Le premier témoin est enfin appelé à la barre. Sandra a été la compagne de David, mais aussi son amie d'enfance. Ils ont habité côte à côte pendant des années. Elle connaissait bien la violence du père de l'accusé. Sur sa famille, à part boire, taper dessus. Et vous l'avez vu, ça? J'ai vu des coups sur Sandra une fois. J'ai vu une fois aussi... David n'était pas encore là. C'était au début qu'ils étaient arrivés. Tirer sa femme par les cheveux pour la rentrer dans la caravane. Après, dans ces cas-là, nos parents nous disaient de rentrer, on n'était que des enfants. Vous entendiez des bruits de dispute, des cris, des choses? On savait qu'ils disputaient parce qu'on entendait des fonds. Ce qu'ils disaient exactement, on n'entendait pas. D'accord. De toute façon, nous on rentrait directement. C'était limite si on avait le droit d'aller jouer dehors, ou alors il fallait aller derrière. D'accord. Mais jamais, ni vos parents, ni rien n'ont appelé les gendarmes? Non. Non, ils n'ont pas pensé que c'était nécessaire. C'est au tour de Séverine, la sœur aînée de David, de témoigner. Pourquoi vous avez quitté la région parisienne pour aller en Vendée, de ce que vous savez? Mon père n'a jamais été trop aimé, donc à chaque fois qu'on allait quelque part, à chaque fois il y avait des histoires avec les voisins, tout ça, il nous tapait dessus, donc les écoles voyaient les bleus, tout ça, et comme ça lui plaisait pas, quoi. Je veux dire, on déménageait à chaque fois. Voilà. Et vous vous souvenez avoir été suivi par des assistantes sociales, enfants, d'avoir... Non. Il y a juste des sœurs, donc des croyantes, qui étaient souvent avec nous en Vendée, qui nous ont aidés, beaucoup. Qui m'ont appris à lire, parce qu'à l'âge de 12 ans, je ne savais toujours pas lire. Comment vous nous avez dit nous taper, mais alors ils vous tapaient parce que vous faisiez des bêtises, ils vous tapaient comme ça, pourquoi ils vous tapaient, comment ils vous tapaient, avec quoi ils vous tapaient? Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a un jour, il y avait des amis qui étaient à la maison, on était tous à table. Moi, je n'ai pas dit merci une seule fois. Il y avait une bouteille de jus de fruits qui était sur la table, et il me l'a lancé en plein visage. Donc j'ai failli perdre un œil, j'ai encore les cicatrices là. Il ne voulait pas appeler le médecin, donc je suis restée 1 mois sur un lit et il a été à la pharmacie juste me mettre des choses, des straps. On vient de voir une jeune femme qui a été la compagne de votre frère pendant plusieurs années et qui nous a dit que votre père avait une ceinture pour vous frapper, qu'il a vu des traces, lui. Il a toujours eu cette ceinture-là, c'était un ceinturon noir de l'armée, je crois, comme les noirs de gendarmes, là, les gros, là. Il l'a toujours eu de toute façon. Donc il nous tapait avec ça, juste avant qu'on pleure. Elle avait un nom, cette ceinture? Oui, Mirza. Comme le chien, la chanson, là. Ma mère, elle la cachait des fois, mais il allait toujours la chercher. Et mais comment réagissait votre mère face à ces punitions? Elle ne pouvait pas trop rien dire, sinon ils s'en prenaient aussi à elle, quoi. Mais jamais elle est partie avec ses enfants, voir une assistante sociale, rien. Comment vous expliquez?
On est parti 2-3 fois, mais bon, il était toujours derrière nous, quoi. Vouliez-vous aller où? La famille nous rejetait. Il ne voulait pas de nous. Parce qu'après, mon père, il venait, et puis c'était scandale, et puis c'était gendarme. Donc personne venait nous voir, nous. On n'a jamais eu des cadeaux, c'était les sœurs qui nous apportaient, des secours populaires. On avait que ça. Hein. Si j'avais des voisins, des parents qui tapent les enfants, je vous assure que je vais voir la gendarmerie tout de suite. Je préfère que les enfants soient placés, qu'ils vivent un cauchemar comme nous. Ça nous suit. Vient ensuite le témoignage de Sandra, la Benjamine. Voilà, la cour vous écoute, mademoiselle. Je peux pas vous raconter tout en détail. C'est pas des bons souvenirs, donc j'essaye de pas trop en parler. Et ça me fait déjà un peu suer d'en parler aujourd'hui, devant tous ces gens que je connais pas. Donc c'est pas des bons moments. Je vais vous poser quelques questions. Oui, ça m'aiderait. Pourquoi vous êtes parti en foyer? Parce qu'il a failli tuer ma sœur. Il a voulu l'étrangler par terre avant de l'assommer avec une brouette. Je suis arrivée, puis je l'ai bousculé dans les marches et c'est là il nous a dit de partir, donc on a pris quelques affaires. On est parti voir une assistante sociale et la gendarmerie de Saint-Jean qui nous a très gentiment foutus dehors parce qu'elle n'avait pas que ça à faire. Donc on a été voir une assistante sociale qui nous suivait déjà, qui suivait mes parents, et elle nous a dit simplement d'appeler le 115. Pourquoi vous êtes revenu à la maison après? Et ma mère est retournée avec mon père parce qu'il disait qu'il allait arrêter de boire. Excusez-moi. Ces familles, en fait, en difficulté, restaient très seules. Souvent, on constatait une carence, soit du voisinage, soit effectivement des assistants sociaux ou parfois même la gendarmerie. Peut-être par lassitude, on les appelle pour des conflits familiaux, ils viennent, puis au bout des moments, ils se disent c'est encore pareil, on n'a plus envie d'intervenir. Et puis, voilà, on désamorce un conflit sans aller au fond des choses. On calme une situation ponctuellement, mais on ne résout pas le problème. Et les choses s'accumulent, puis un jour, parce qu'il se passe quelque chose en trop, la situation échappe, en quelques secondes, tout bascule. Quelqu'un devient un assassin, quelqu'un devient une victime. Le calvaire de la famille Ansens a tétanisé la salle d'audience. Reste qu'un père est mort sous les balles de son fils et que celui-ci doit rendre des comptes. Et ce que disent les autres témoins va desservir la cause de David. Ça a commencé, c'est que on était à table et en fait le père à David n'arrêtait pas de me parler méchamment, il m'envoyait des vannes, machin. Et moi j'ai préféré quitter la table, quoi. Et David a entendu tout ça entre deux, quoi. Et je suis arrivée vers lui, il était en train de s'habiller et je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais et il m'a dit tu vas voir ce que je vais faire. David décroche la carabine qu'il garde dans sa chambre et se dirige vers la salle à manger. Il est venu d'un seul coup de la chambre, je présume, de sa chambre, et le couloir est arrivé avec la carabine, je vais te tuer, voilà ce qu'il a fait, tout simplement. Il y a une détonation qui est partie, quoi. Et puis après, ça lui a repris tout de suite, enfin quasiment tout de suite, et de toute façon je fais le tour, je vais le finir. Comme moi j'avais sorti M. Hansen dehors, donc j'ai rencontré son père, et je me suis mis à l'extérieur pour empêcher que ça se termine, quoi, c'est tout. Je sais que oui, on a caché l'arme, et je me rappelle que les gendarmes, même pas 5 minutes après, ils sont arrivés dans le chemin, quoi, et qu'ils ont pris des photos. Ces témoins présents le jour du drame sont formels. David a poursuivi son père avec l'intention de le tuer. Il y aurait donc eu homicide volontaire. Mais David refuse cette interprétation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Vous allez essayer de nous raconter. Moi, je décroche l'arme à bord, je dis arrête parce que j'en peux plus, qu'est-ce que tu cherches? Et quand je suis arrivé, je marchais avec, quand je suis arrivé dans la salle, avec la précipitation, j'ai tiré comme sans le vouloir, sans m'en rendre compte. Le coup, avec les précipitations, il est parti. Pourri de carabine de merde, je sais pas, excusez-moi, mais c'est... Je sais pas, j'ai pas voulu ça. Le coup est parti tout seul, répète David. La cour n'en est pas convaincue
C'est tout l'enjeu du procès. Est-ce que vous saviez, oui ou non, qu'il y avait une cartouche dans ce fusil ce jour-là? Oui, je savais qu'il y avait une cartouche dans le chargeur, mais je ne savais pas qu'il y avait une cartouche qui était armée dans le canon. Ça, je ne savais pas. Alors, comment saviez-vous qu'il y en avait une dans le chargeur? Parce que quelques jours avant, je m'en étais servi pour retirer des boîtes de conserve, comme j'ai expliqué à la cour, juste quelques jours avant. Monsieur, pour vous, pour armer, vous mettez le chargeur dessous. Oui, en dessous, je peux. Vous tirez la culasse en oui, arrière vous actionnez pour faire monter. Oui, et pour rentrer la balle après. Pour rentrer la balle, vous refermez. Oui. On tire un coup. C'est dans le jardin, les boîtes de conserve. Là, vous éjectez la... Ensuite, vous refaites la même manœuvre. Oui. Bon, pour... Elle sort toute seule. Éjecter la balle vide, oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce qui se passe si vous refermez? Ben, vous réarmez une autre. Bon, votre arme, après avoir tiré sur les boîtes de conserve, vous l'avez rangée comment? Ouverte ou refermée? À votre avis, elle était comment quand vous l'avez prise? Elle était refermée, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on la referme? S'il reste une cartouche... Ah ben, attends, j'ai été engagé dedans. Eh ben oui. Voilà. Alors, vous en êtes servi plus d'une fois, c'est vous qui l'avez dit. Vous comprenez? Et vous la laissez sans sécurité. Asseyez-vous 2 minutes. Moi, j'essaie de comprendre. Vous nous dites, il n'y a que moi qui m'en sers. Je me suis entraîné avec... La thèse de l'accident que David a construite s'effondre. Il est anéanti. Son avocate sait qu'elle perd des points. Très mauvais là pour parler des faits. David n'a pas convaincu l'auditoire de l'innocence de son geste. Moi je vous dis que c'est un acte manqué. Comme par hasard, le flingue était chargé, vous n'avez pas tiré mais le coup était parti. Non, ça c'est pas crédible. C'est l'acte manqué. Je pense qu'il a réarmé l'arme sous le coup de... Je vais me poser la question, ça sert à rien de pinailler là-dessus, on va se ramasser. Maître Capitaine avait pourtant donné des consignes fermes. Ne pas faire croire à un coup de feu accidentel. L'hypothèse n'est pas crédible. Une carabine 22 long rifle ne peut pas partir toute seule. Les experts sont formels. Il faut une pression d'1 kilo sur la gâchette pour déclencher un coup de feu. Il faut le dire et le redire à David. Moi, ce que je pense, je vais te poser la question. Est-ce que tu ne crois pas que, toujours dans l'univers, dans la précipitation, tu l'as engagé là? Parce que c'est impossible. Non, mais j'ai dit que j'ai tiré là, c'était déjà avant, mais je l'ai engagé, sans faire exprès. Sans faire exprès. Pour David, avoir volontairement tiré sur son père est un aveu impossible. Pourtant, nier les faits ne peut qu'aggraver son cas et braquer la cour qui semble avoir de la compassion pour lui. Vous avez pu vous soigner, monsieur Hansens? Vous soignez votre œil? Je vous remercie, madame la présidente. À ce moment précis du procès, David risque le pire. Il lui reste une chance de faire pencher la balance de son côté. Le témoignage de sa mère présente le jour du drame. Ça fait 6 ans que j'attends, alors. Faut que ça finisse, quoi. Aujourd'hui, Madame Hansens ne vit plus sous la menace d'un mari violent. David espère qu'elle osera enfin parler et raconter ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Là, on était à table. Il y a eu une dispute. Mon mari est revenu s'asseoir à côté de moi. Puis bon, il me dit, oui, ton fils, il est toujours au lit, on a du monde à table, il pourrait se lever, quoi. Je dis, j'ai rien dit, j'ai rien répondu. Puis après, je sais pas ce qui s'est passé derrière moi. J'ai rien dit. Après, mon mari s'est levé, mais je croyais qu'il avait un malaise, quelque chose comme ça, comme il prenait des médicaments. Il a fait le tour de moi. Il a voulu sortir dehors. Aussitôt, il est rencontré, il est tombé. Et c'est là qu'il m'a dit que mon fils, il avait tiré dessus. Et d'appeler les secours. Chose que j'ai fait tout de suite. J'ai appelé les secours. C'est tout. Il n'y a rien du tout. Madame Hansens, vous êtes dans la pièce. Oui. Vous nous dites que vous êtes assise à table. Oui. Et vous nous dites encore aujourd'hui que vous n'avez pas vu David venir avec l'arme. Non. Vous n'avez pas entendu le coup de feu. Non, je n'ai même pas entendu. Non. On était à table, on parlait tous. Et personne ne m'a prévenu. Personne. Comment vous expliquez ça, madame? Je sais pas. J'en sais rien. Parce que vous voyez, David, en garde à vue, il a dit aux gendarmes, je suis sûre que ma mère vous a dit qu'elle avait rien vu, rien entendu.
c'est parce qu'elle a peur. Non, non, non. Madame. Non, non, c'est pas parce que j'ai peur. Je vous assure que je vous jure sur la tête de mes enfants que j'ai rien entendu. La présidente aura tout fait pour aider cette femme battue, incapable de défendre ses enfants. À Maître Capitaine d'essayer à son tour. Je pense que l'on peut retenir que votre fils David n'est pas un garçon violent ou agressif. Comment pouvez-vous expliquer son geste? Est-ce que vous avez une explication? Je comprends pas, mais je sais pas. C'est parti comme ça. Pour moi, c'est un accident. C'est pas un accident, d'accord? Un accident, c'est on pose une arme qui est tellement sensible, le coup part tout seul. Là, il y a eu quand même. On a appuyé sur la gâchette. Madame Ansens reste pétrifiée. L'avocate est obligée de la brusquer. Je sais. Alors voyons si vous vous souvenez d'autre chose. Les clubs d'échangistes. Vous en souvenez? Oui, je m'en souviens, oui. Je voudrais juste vérifier si ce que votre fils a dit est vrai. Parce que je ne sais pas. C'était pas un club, c'était parce que mon mari, tous les vendredis soirs, il voulait m'emmener pour m'échanger. Et j'ai jamais voulu le faire. Donc à chaque fois, il me frappait. Parce que je refusais ce qu'il voulait. C'est tout. Dernière question, madame, ne l'apprenez pas mal. Vous n'avez jamais eu l'impression que vous ne protégez pas assez vos enfants? Ou est-ce que la peur était trop forte? Oui. Je ne veux pas vous choquer, mais... Oui, j'avais peur, c'est sûr. Solution? Oui. Bien, monsieur Ansens, alors, qu'est-ce que vous pensiez que votre mère allait nous dire aujourd'hui? Qu'elle vous a peut-être dit à vous? C'est pas bien parce que ma mère, si on lui pose pas des questions précises, elle répondra que... Des questions précises. Est-ce que vous avez vu votre fils arriver avec une arme? Ah, j'ai rien vu, madame. Est-ce que vous avez entendu un bruit de coup de feu? Ah ben non, j'ai rien vu, madame. On peut pas être plus précis, hein, sauf à faire la déclaration de sa place et j'en ai pas le droit. Non, mais je vais pas dire des choses que j'ai pas vues, c'est tout. Donc autrement, votre maman vous a jamais dit ce qu'elle avait vu le jour des faits à vous? Ah non, non, du tout. Non, et vous pensez vraiment qu'elle pouvait ne rien voir? Connaissant la pièce, etc. Déjà, rien qu'à cette époque-là, déjà, même si ça il serait passé devant ses yeux, elle l'aurait pas vu déjà. Parce que ma mère, même si c'est devant elle, elle l'aurait pas vu. Ma mère, elle peut vous regarder, mais elle vous voit pas. Elle va avoir le tableau qui est derrière vous, mais vous, elle vous verra pas. C'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. C'est... Notre cabinet, c'est un peu trop, toi. Ah ouais? Ouais. Ah oui? Ouais. Moi, j'y vais maintenant. Je vais attendre 2 secondes. Ah, ok, d'accord. Mais elle est étonnante, cette femme. Puis lui, encore une journée, il va taper sur l'épaule de la présidente. Ça va mieux, maman? Ah bah oui, ça va. Bah oui, ça va. Demain, c'est fini, ma mère. Évite de dire à la présidente sans les photos, les bonnes questions. Ah ouais, d'accord. Ah. N'oublie pas une chose, même ça. J'étais un petit peu difficile, mais j'ai besoin d'expliquer les choses. J'ai vécu comme ça pendant plus de 20 ans. Alors imagine-toi, comme quand t'es bloqué, tu pouvais pas parler, j'avais pas droit à la parole. Tu sais ça c'est à l'intérieur. Tu Très bien, mais maintenant que tu peux t'exprimer, eh ben, tu peux dire tout le mal qu'il nous a fait, tu peux le dire. Parce qu'ils comprennent pas comment t'as pu laisser faire ça alors que nous on se débat. Tu peux pas quand non mais eux ils comprennent pas. Comment t'as pu nous laisser se faire battre comme ça? C'est tes enfants. Même nous on a du mal à le comprendre. Ah oui, mais il faut comprendre que moi aussi j'étais battue, moi aussi. Tu vois des enfants en sang et toi tu les laisses. laisses. Avec vous, c'est moi aussi j'ai subi. Et je subis avant vous. On fait pas une compétition. Et moi j'ai subi avant vous, avant que vous C'est vrai qu'elle a raison. En réalité, j'ai subi les choses avant que vous les subissiez. C'est ça la seule différence. Au point qu'il vous a détruite avant que ça commence. Il vous a détruit en même temps. D'accord. C'est ça le problème. Ce qu'il faut maintenant, c'est de rebondir. Encore ça va que j'ai pu parler parce que. Ouais, alors là, franchement, c'est vrai. Demain 9h15, alors c'est ce qu'ils ont dit. Ça a été très dur. Au revoir. Et je vous en veux pas. Mais faut pas. Le soir, seul dans sa chambre d'hôtel, Maître Capitaine prépare sa plaidoirie. Elle a persuadé David de dire qu'il a volontairement tiré sur son père. Reste à convaincre les jurés de lui pardonner ce geste. Aujourd'hui, c'est vrai que
David a pu s'expliquer sur sa vie, sur les faits également. Demain, il va falloir être son porte-parole. Et l'inquiétude, enfin l'appréhension vient toujours de ce qu'il faudra trouver les mots justes. Je crois que ce qu'il faut faire comprendre aux jurés, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement là pour sanctionner lourdement. Ils sont d'abord là pour dire coupable ou non coupable. Là, le dossier ne pose pas de difficulté, il ne conteste pas les faits. Mais après, c'est la sanction. Et une sanction juste, même par une cour d'assises, n'est pas, à mon avis, une sanction qui se compte par année de prison. On va voir. Après la pause nocturne, le marathon judiciaire reprend. Oui. Je voulais vous signaler, monsieur le magistrat, la cour d'assises. Oui. Hier soir, en quittant le palais vers 7 heures, vos collègues étaient partis en laissant un carton là, avec 2 couteaux et une paire de ciseaux. C'est-à-dire que quand ils partent à 6 heures, ils laissent les armes dans le... Je vous le signale. D'accord, très bien, je vous remercie. Il faudrait les mettre ailleurs. Oui, il faudrait... Les nouvelles mesures de sécurité entrées en vigueur après les agressions contre les magistrats ne sont pas encore rodées. Les jurés, de leur côté, commencent à prendre leur marque. Bonjour. Faut pas se laisser abattre, il y a des croissants, il y a tout ça. Ouais. Ça va se faire. Ils sont où les verres là? Allez. Ça y est. Vous voulez pas vous asseoir? Ça c'est l'administration, vraiment radin au point de garder un gobelet toute la journée, en plastique. Ça va? Bonjour à tous. Bonjour. Normal. Certains jurés arrivent à dédramatiser. Pour d'autres, l'expérience est éprouvante, trop éloignée de leur vie quotidienne. Moi j'ai une boule. J'ai du mal à respirer de temps en temps. Ça c'est dur. À quel moment c'est possible? Quand on entend les accusés, quand on entend un petit peu tout le monde parler, qu'on a toujours... c'est des moments qu'on connaît pas, quoi. C'est des choses qu'on connaît pas dans la vie, dans notre vie. Donc c'est toujours un petit peu scabreux, quoi, entendre des choses. Moi je sais que j'ai un nœud et puis je l'ai. Ouais. Dans son réquisitoire, l'avocate générale reprend en détail tous les faits reprochés à David. Et au nom de la société, elle réclame la peine qu'il lui faudra payer. Il ne faut pas oublier que suite aux faits commis ce jour-là, qu'un homme est mort. Et c'est pour ces raisons que je vous demanderai aujourd'hui, Madame le Président de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, de prononcer une peine de 6 années de réclusion criminelle donc à l'encontre de Monsieur David Hansens. 6 années de prison. Si les jurés suivent ce réquisitoire, David dormira ce soir derrière les barreaux. Maître Capitaine jette toutes ses forces dans la bataille pour convaincre les jurés de ne pas condamner l'accusé. Vous allez incontestablement déclarer Hansens David coupable du fait unique qui lui est reproché. Et la véritable question, le véritable problème, combien? Est-ce que vous allez effectivement prononcer une peine de réclusion criminelle qui fera que ce soir, celui-ci va être incarcéré? Je dis que si on est arrivé à ce stade d'une situation extrême, c'est parce qu'il y a eu 2 loupés. Comment expliquer que des gosses qui vont à l'école, qui présentent des bleus, des traces de ceinture, cette fameuse Mirza, ces gosses qui sont malheureux, personne n'a réagi. Les services sociaux, rien. Les instituteurs, rien. On sait qu'on doit, on sait qu'on est violenté, on s'en fiche de la famille Hansens. Enfin, Madame le Président, Mesdames les assesseurs, Mesdames, Messieurs les jurés, comment expliquer que lorsque Madame Hansens part avec une de ses filles à la gendarmerie, je crois, de Songeon, pour dire mon mari a roué de coups ma fille, mon mari a tenté de l'étrangler. Mais enfin, comment expliquer? Comment expliquer que les gendarmes ne vont pas immédiatement sur place rechercher le père, l'interpeller
Une main courante, c'est tout. Allez, retournez chez vous. Ça ne s'appelle pas un loupé, cela? Je dis que oui. Je crois qu'à un moment donné, on est obligé, vous comprenez, obligé de se rebiffer, de lever la tête, rien que pour dire, il y en a marre, je vis moi aussi. Et c'est là où on va arriver à cette scène. Il ne s'est rien passé de pire qu'auparavant. Seulement il y a un phénomène d'accumulation qui fait qu'à un moment donné, c'est trop, on ne peut plus encaisser. On encaisse, c'est bon. Il réagit parfois comme un chien. On lui porte des coups de poing, des coups de pied. Que fait-il? Va-t-il se rebiffer contre son père? Non, c'est un tort. Ça, c'est mon avis. La question est qu'il a une arme. Et qu'à quelque part, pour la première fois, il ose dire à son père, stop, on arrête là. Et il va tirer. 3 secondes. 3 secondes d'écart, 3 secondes pour la première fois de sa vie où il va réagir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire de David en scène? C'est bien. Moi, voyez-vous, mon souhait, ce serait que votre cour puisse rendre un verdict qui évite cette incarcération du soir. Si vous suiviez les réquisitions de Madame l'avocat générale, pour moi, ce serait un arrêt de désespérance. Pendant le délibéré, David et sa famille ne peuvent qu'attendre et espérer. Faut pas que la famille soit encore détruite, quoi. Encore partout. Les procédures de prison, d'emprisonnement, tout ça. J'ai pas envie de repasser par tout ça, quoi. S'il faut, je le ferai. Mais je veux une peine juste. Monsieur Hansens, levez-vous, je vous prie. La Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, condamnent à la majorité absolue David Hansens à la peine de 5 ans d'emprisonnement et disent à la même majorité qu'il sera sursis à l'exécution d'une partie de cette peine. La dite partie étant fixée à 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, et que David Hansens devra respecter les obligations prévues à l'article 132-45, premièrement, deuxièmement... Grâce à ces années de préventive, David ne retournera pas ce soir en prison. Rosemarie Capitaine a gagné son pari. Pour la famille, le cauchemar appartient enfin au passé. Merci, capitaine. Merci. C'est fini, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est fini.